moi, je me présente, je suis Marianne Toureau. Donc, je suis responsable formation au CROSS, Comité régional olympique et sportif Centre Val-de-Loire. Et donc, je vais laisser Xavier et Maxime se présenter qui vont animer le webinaire. Alors, pour ma part, donc Xavier Diaz, responsable marketing chez Johnny. Et Johnny est une solution de gestion administrative destinée à toutes les associations. Anciennement, j'ai été délégué à la protection des données chez Johnny. Donc, moi, c'est Maxime Renaud, donc je suis Customer Success Manager et Compliance Officer au sein de Johnny. Donc, ça englobe la mission de chargé de protection des données. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas le CROSS, Comité régional olympique et sportif, et les GDOS, Comités départementaux olympiques et sportifs. Donc, en fait, nous sommes tête de réseau du mouvement sportif. Le CROSS est représenté dans chacun des départements. Vous voyez ici la carte. Et une des missions du CROSS et des GDOS, c'est tout ce qui est soutien à la gestion associative, notamment à travers le conseil, des accompagnements, des formations et la mise à disposition de ressources documentaires. Et c'est bien dans ce cadre d'aide et de soutien à la gestion associative qu'on vous propose ce webinaire en collaboration avec John Lee. Donc, le webinaire, il va se composer, vous avez ici le sommaire en 3 parties. Et à la fin de chacune des parties, on prendra vos questions. On ne les prendra pas à la fin du webinaire, mais bien à la fin de chacune des parties. Voilà. Alors du coup, pour ma part, sur la première partie, je vais essayer en fait de vous dresser un panorama du RGPD, vous présenter les acteurs et je dirais déblayer en fait quelque peu le sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le RGPD? Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui est entré donc en vigueur au 25 mai 2018. Concrètement, l'objectif en fait du RGPD, c'est de protéger les personnes physiques, à savoir tout ce temps qu'on est, en ce qui concerne le traitement et l'exploitation de leurs données à caractère personnel, principalement sur Internet, mais aussi dans le cadre en fait de la vie de tous les jours. Je reviendrai par la suite sur la notion clé de données à caractère personnel. Tout d'abord, je vais vous présenter en fait le régulateur du RGPD qui est donc la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a été créée au 6 janvier 1978 par la loi Informatique et Liberté. Grossièrement, la CNIL en fait a 3 missions. La première, veiller donc à la protection des données personnelles, comme je vous le disais, que ce soit contenu sur Internet ou aussi sur papier. La deuxième mission, c'est de veiller en fait à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'il ne porte pas atteinte à ses libertés. Enfin, le troisième rôle de la CNIL, c'est d'alerter, de conseiller et d'informer le public français sur justement ses droits et comment protéger ses données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel, en fait, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Grossièrement, une donnée à caractère personnel, ça peut être le nom ou le prénom d'un individu, ça peut être un numéro d'identification, donc par exemple le numéro de pièce d'identité, de sécurité sociale, un numéro de dossier ou simplement un identifiant en ligne, c'est-à-dire vos identifiants d'accès à n'importe quelle application, par exemple sur le web ou sur smartphone. Ça peut aussi être une donnée de localisation. Sur la donnée de localisation, il y a l'adresse de résidence, en fait, qui est la principale donnée de localisation, ou bien la géolocalisation, à laquelle vous pouvez être un petit peu familier, je dirais, par rapport justement à votre usage sur les smartphones et différentes applications. En fait, en bon exemple, pour comprendre vraiment ce qu'est une donnée à caractère personnel, je vais essayer de vous illustrer la chose. Le nom et le prénom d'un individu, Xavier Diaz, on est dans de la donnée à caractère personnel parce que vous pouvez m'identifier directement. Et si par exemple, vous aviez en plus de ça mon adresse, vous êtes sûr et certain d'avoir le bon individu. À l'inverse, si vous déteniez juste la donnée, par exemple mon prénom, Xavier, vous n'êtes pas en mesure, ni directement, ni en croisant avec d'autres données, de m'identifier en tant qu'individu. Le prénom n'est donc pas une DCP. À l'inverse, s'il est associé au nom ou à toute donnée permettant de m'identifier, c'en est une. Il y a certaines typologies de données qui sont des données dites sensibles. Je vous rassure, vous, association,
normalement, n'êtes pas amené à traiter ces données. Donc, tout d'abord, on a les données de type racial ou ethnique. Ensuite, on a des données par rapport aux opinions politiques, philosophiques, religieuses ou même à l'appartenance syndicale. Enfin, on a des données de santé ou en lien avec l'orientation sexuelle. Alors, tout de suite, vous allez peut-être penser certificats médicaux. Je vous rassure, ça sort complètement en fait du scope de la donnée sensible. Pourquoi le certificat médical n'en est pas une? En fait, c'est assez simple. Sur un certificat médical, reçu par exemple par un de vos adhérents de par son médecin, il va être écrit si la personne est apte ou inapte, mais en aucun cas des détails sur l'état de santé de la personne vont être divulgués. Ensuite, comme données sensibles, on a les données génétiques ou biométriques. Et enfin, les données sur les éventuelles infractions ou condamnations pénales de la personne. Les acteurs et leurs responsabilités autour du RGPD. Alors, tout d'abord, il y a le régulateur, dont je vous ai déjà parlé, qui est la CNIL. Pas la peine de revenir dessus. Ensuite, il y a la notion, en fait, d'entité. L'entité, c'est la personne qui va, donc personne morale ou physique, qui va traiter ces données à caractère personnel et elle va avoir la responsabilité de garantir le bon traitement de ces données et la sécurisation de ces derniers. L'entité, en l'occurrence, quand on parle associatif, le cas échéant, c'est vous, association. Vous allez récolter les données de vos adhérents et vous allez les intégrer en fait à des traitements de données. Par exemple, envoyer un mail à vos adhérents pour leur annoncer qu'un match a lieu à telle heure, tel jour. À côté de ça, il y a la notion en fait de sous-traitant. Alors, comment dire, c'est difficile à percevoir en fait cette notion de sous-traitant parce que vous employez des sous-traitants pour vos activités sans forcément être au fait. Par exemple, quand vous récupérez les données type adresse mail de vos adhérents, si vous souhaitez leur envoyer un email, vous allez les intégrer à un outil, donc par exemple Outlook, Mailchimp. Cet outil, en l'occurrence, est votre sous-traitant. Et donc, vous devez vous assurer, bien entendu, que cet outil respecte le champ d'application du RGPD pour que les données de vos adhérents soient sécurisées. Enfin, le dernier acteur, qui finalement est l'acteur majeur quasiment, c'est l'adhérent, c'est l'individu. Et l'individu, en fait, va donner son autorisation sur l'utilisation des données. Alors, par exemple, son utilisation peut être dans le cadre d'une obligation ou d'une exécution du contrat pour rejoindre votre association, ou alors à d'autres fins. À vous de choisir et à lui de choisir, et à vous de vous mettre finalement d'accord sur le cadre de l'exploitation de ces données. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je lis la question pour les Bien autres. sûr. Est-ce tu peux préciser la notion de sous-traitant? En fait, un sous-traitant, c'est toute personne morale ou physique qui va exploiter, utiliser les données personnelles que vous avez collectées pour votre compte. Ce n'est pas vous qui allez en fait les exploiter directement. Et donc, j'avais choisi l'exemple, par exemple, d'une solution d'envoi d'email. On a aujourd'hui un outil assez connu qui peut être, par exemple, Mailchimp. En l'occurrence, vous allez importer l'adresse mail dans cet outil qui va envoyer pour vous les emails à vos adhérents. Cet outil, en fait, indirectement est sous-traitant puisqu'il va traiter les données de vos adhérents pour vous permettre de réaliser une action précise. En l'occurrence, il est sous-traitant. Est-ce que j'ai réussi à clarifier un petit peu justement ce point pour vous? Et pour le coup, Xavier, tu nous as expliqué qu'on était censé savoir, vérifier que les sous-traitants respectaient les normes RGPD. Alors, comment on le fait concrètement? Comment on s'en assure? Concrètement, comment en fait le savoir? Bien, sur chaque en fait outil, site, en fait, il y a plusieurs manières, je dirais. Soit vous contractualisez votre relation avec l'outil ou le sous-traitant, et auquel cas, dans le contrat, il y aura des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation et un closier RGPD. Sinon, pour tous les outils où il n'y a pas de notion contractuelle directe, c'est-à-dire de papier, enfin de contrat au sens propre du terme, il y a ce qu'on appelle, quoi qu'il en soit, généralement tout en bas du site, des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, éventuellement une notice d'information qui va justement laisser transparaître le bon respect des principes RGPD par l'outil en question. D'accord. Et donc, Yves revient sur la notion de sous-traitant avec l'exemple de Gmail.
et il dit je mets tout le monde en CCI, donc en copie cachée quand il envoie des mails. Est-ce que ça, Gmail pourrait réutiliser les mails ou voilà. Alors, théoriquement, Gmail n'a pas… en fait, justement, dans le cadre du fait que Gmail est finalement un sous-traitant, Gmail ne pourra pas en fait utiliser directement ces données. En l'occurrence, Gmail appartient à Google sur l'aspect messagerie, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. Sur l'aspect messagerie, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais justement, en fait, c'est une très bonne question, puisque un outil avec de mauvaises intentions qui ne respecte pas ou qui ne s'engage pas à respecter le RGPD pourrait l'utiliser à des fins malsaines, par exemple. Alors, nous avons une question. Donc, salariés du GDOS 37, nous disposons de données des présidents d'associations, par exemple, les noms, prénoms, téléphone. Hein. Ces données sont parfois consultables sur les sites des comités. Je suis parfois sollicitée par des partenaires qui souhaitent cette liste pour communiquer. Je refuse systématiquement. Est-ce que j'ai raison, en fait, de ne pas transmettre toutes ces données-là? Alors, en fait, à mon sens, oui, ce sont des données personnelles exploitées dans un cadre professionnel. Donc, je préfère ne pas trop m'aventurer enfin, je ne peux pas vous donner une réponse vraiment précise. Ça, pour le coup, ça fait partie des informations que, à mon sens, je trouve un petit peu plus difficile à obtenir, puisqu'on est dans un cadre, à mon sens, professionnel, mais sur de la donnée personnelle. Maintenant, j'aurais plutôt tendance quand même à dire que vous faites bien de refuser, ou en tout cas, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez proposer aux personnes, donc justement, aux personnes dont les données sont consultables éventuellement, vous pourriez leur proposer d'obtenir leur accord, leur consentement. Et auquel cas, ça vous permettrait soit d'avoir leur accord pour transmettre ces données, soit en l'occurrence refuser parce que ces personnes ne le souhaitent pas. Donc, pour le coup, Xavier, tu réponds à la question de Marco, qui demandait est-ce que je demande l'accord écrit des personnes pour diffuser leurs coordonnées? C'est préférable. Après, pour le coup, sur ces aspects, Maxime, dans la deuxième partie et la troisième partie, normalement, va vous donner un petit peu plus de matière parce qu'il y a d'autres notions en fait à appréhender, je dirais, avant d'avoir une réponse claire justement sur ces points. Ok. Ben, on peut passer à la partie suivante. Du coup, je vais vous présenter la seconde partie sur pourquoi on va collecter ces données. Donc, par définition, tout ce qui doit être collecté pour le bon déroulement d'une activité ou d'une finalité doit être utile, pertinent et justifiable. A contrario, tout ce que vous allez souhaiter mettre en place, si les questions que vous allez poser ne sont pas justifiables, ne sont pas pertinentes pour le bon déroulement de l'activité ou utiles, elles ne doivent pas figurer comme données à caractère personnel qu'on va demander auprès de l'adhérent. Après, il y a quelques exceptions, il y en a 3, mais normalement, en tant qu'association, vous ne serez pas concerné. Mais certaines institutions vont disposer de certains droits spécifiques pouvant être amenés à demander des données un petit peu plus personnelles, mais vous ne devriez vraiment pas être concerné. Donc, il y a des traitements à des fins d'archives ou des fins de recherche. Donc, comment? On va appeler ce qui s'appelle la licéité. La licéité, c'est quoi? C'est la base légale du traitement. Autrement dit, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. C'est la règle vraiment numéro 1 pour tout organisme. Et moi, je vous conseille vraiment de fonctionner par bloc et notamment en commençant par tout ce qui va être nécessaire à l'exécution du contrat. Donc, pour une association, j'ai pour le moment pas d'exemple précis. Ça serait plus, par exemple, effectivement, si vous commandez vos courses en ligne, vous allez renseigner un ensemble de données à caractère personnel qui vont permettre à l'entité vendeuse de vous retrouver. Donc, c'est-à-dire vous allez communiquer votre nom, prénom et adresse. Effectivement, il n'y a pas besoin de consentement dans la mesure où c'est vraiment nécessaire à l'exécution pour le bon déroulement en fait, de la livraison. Ensuite, il y a le second bloc qui peut concerner effectivement les associations. C'est ce qui est nécessaire à l'intérêt légitime. Donc, vous n'avez pas besoin du consentement à partir du moment où la donnée que vous allez demander va être nécessaire pour l'intérêt légitime. Donc, c'est quoi? Par exemple, c'est en cas de pandémie, admettons qu'il y a un confinement, l'association n'a pas besoin de demander le consentement des adhérents pour envoyer un mail et prévenir de la fermeture temporaire, on va dire, de l'association. Si
ce que vous avez besoin de récupérer n'entre pas dans une de ces deux cases, vous allez effectivement devoir demander et recueillir le consentement. Le consentement, c'est quoi? C'est l'accord ou non d'un adhérent pour une inscription, pour l'utilisation ou non d'une certaine donnée à caractère personnel. Donc, pour cela, le discours doit être vraiment très transparent. Et qui dit consentement dit avoir une preuve. On va y revenir plus tard. Pour le reste des données, je ne les ai pas présentées parce que ça ne concerne pas vraiment les associations, mais ce sont des blocs justement sur l'environnement, etc. Mais voilà, une association n'est pas concernée. Pour délimiter au niveau du consentement tout ce qui est nécessaire, on a ce qu'on appelle le principe de minimisation de la donnée. Donc, il s'agit de récolter uniquement ce dont on a besoin pour bien répondre à la finalité, donc la mise en place de notre activité. Il vaut mieux demander moins de données que trop. Donc, pour cela, je vous propose une petite astuce communiquée par la CNIL, c'est répondre à 4 questions simples pour voir si ce qu'on demande est bien conforme. Donc, quel est l'objet? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Quelles données sont vraiment indispensables pour l'atteindre? Si je mets en place une tombola, effectivement, j'aurai besoin potentiellement de récupérer le nom, prénom, l'adresse mail pour recontacter, mais je n'ai pas forcément besoin de plus de données. Ai-je le droit de les collecter? Donc, est-ce qu'on est dans des données à caractère sensible, comme a présenté Xavier tout à l'heure, ou au contraire, est-ce qu'on est sur des données qui ne sont pas considérées comme caractère sensible? Ensuite, il y a la dernière notion, c'est distinguer les données vraiment obligatoires des données facultatives. Tout ce qui est à peu près facultatif il n'y a pas besoin de le demander, donc vous pourriez les retirer. Au niveau de la conservation des données, en fait, toute donnée doit être sécurisée par définition, que ce soit une donnée papier ou numérique. Au niveau des données papier, qui contient par exemple toutes les adresses mail de vos adhérents, il ne faut pas qu'elles restent en tant que feuille volante au sein du bureau ou autour du stade, typiquement. Parce qu'effectivement, une personne malveillante pourrait récupérer ces données et les utiliser pour ses propres usages. Une donnée numérique, un fichier Excel par exemple, que vous souhaitez communiquer à une tierce personne, au sein de l'association, vous allez normalement, si vous voulez bien faire les choses, vous allez mettre un mot de passe et vous allez communiquer le mot de passe par un autre biais par lequel vous avez envoyé le document. Donc, si vous avez envoyé le document par mail, eh bien, vous allez envoyer le mot de passe par SMS, par exemple. On ne laisse jamais en fait des données personnelles à la vue de tous et non sécurisées. Un PC, typiquement, si plusieurs personnes sont sur le PC, il faut quand même qu'il y ait un mot de passe. Au niveau de la durée des conservations des données, c'est très important. Il y a 2 écoles. Soit on choisit une durée fixe, donc on choisit de garder toutes les données personnelles pendant 1 an, admettons, et au bout d'1 an, on les détruit, on supprime le fichier ou on détruit la feuille. Ou il y a la deuxième école qui pourrait correspondre aussi à une association, c'est suivant le critère et son objet. C'est quoi? Tout simplement, on peut dire que tout au long du cycle de vie de l'adhérent au sein de notre structure, on va conserver ces données à caractère personnel. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il quitte l'association, on va les supprimer, tout simplement. Sachez que moins de temps je garde les données, moins j'ai de risque en fait, d'avoir des soucis vis-à-vis des données. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a une question de Maëlle. Je la lis. Hein. Je remplis des documents Google Sheets sur mon compte pro avec des données non email. Est-ce que c'est sécurisé? Sachant que son compte Google Pro est bloqué par un mot de passe. Alors, à partir du moment où il y a mot de passe et des données personnelles, oui. Après, ce qui m'interpelle, c'est le compte professionnel. Qui a accès à ce compte professionnel? Peut-être que l'employeur. Est-ce que c'est un compte professionnel d'une société externe, on va dire, au cadre de l'association ou pas? Parce que si c'est vraiment un compte pro pour la structure associative, normalement, il n'y a pas de souci dans la mesure où il y a un mot de passe, il y a les données, etc. Par contre, si la personne utilise son compte professionnel, par exemple, moi, je suis chez Journey, j'utilise mon adresse pro Journey pour traiter les données à caractère personnel pour l'association par exemple de handball, effectivement, là, ça risque de poser un petit peu plus de soucis dans la mesure où mon employeur pourrait avoir accès à ces données. Mais là, je vois que c'est son adresse pro de l'association, donc normalement, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment parce que tu nous as présenté tout ce qui était conservation et sécurité des données personnelles, entre autres, hein. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, comment archiver le renouvellement des licences? Doit-on les conserver? Alors, c'est une bonne question. Au niveau du renouvellement des licences, c'est là où on rentre dans la conservation des données ou non. Est-ce qu'on décide de conserver, de tout recommencer chaque année au niveau des renouvellements de licences, par exemple? Auquel cas, effectivement, il faut archiver les données. Pour les archiver, c'est tout simplement, si c'est du papier, c'est les ranger dans un bureau et bien conserver à clé voilà, dans une armoire. Ou archiver au niveau numérique, c'est effectivement c'est créer un dossier d'archivage tout simplement. Je crois que c'est faut cliquer droit et ensuite mettre archiver le document et mettre un mot de passe. Pour Dropbox, ça rentre un petit peu plus. Je suis désolé, j'enchaîne les questions. Ouais. Mais, on nous a demandé si pour Dropbox, pour partager les données, effectivement, il faut un mot de passe aussi ou des accès. Il me semble que sur Dropbox, on peut accorder des accès ou non à certaines personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Marco dit, dans le cadre d'une adhésion à une fédération sportive, la fédération, son comité départemental et l'association récupèrent les données personnelles. Quelles précautions doivent être prises pour bien informer le licencié? Alors, tout ça, on va en parler juste après avec les outils. Vous avez différents outils. À partir du moment où l'adhérent est au courant de qui va avoir accès à ces données, on va pouvoir ils vont pouvoir justement répondre ou non au traitement des données. Pour ce qui est, alors attendez, la fédération, effectivement, là, on entre plus dans le cadre d'intérêt légitime parce que si vous devez créer une licence, les données des adhérents, vous allez devoir les remonter à la Fédé parce que forcément, il y a de fortes chances que la Fédé ensuite ait besoin de ces éléments-là pour créer la licence. Voilà, mais c'est plus la partie 3 en fait. Ok, alors Yves nous demande, nous avons des données de nos licenciés, nous en avons besoin pour prévenir les personnes en cas d'accident lors de matchs. Est-ce qu'on doit demander à chaque personne l'autorisation de garder ces données? Je suis en train de regarder en même temps. En cas d'accident. Alors là, effectivement, on va rentrer dans un cadre où on n'a pas. Si on entre la finalité du traitement, effectivement, c'est en cas pour les assurances ou en cas d'accident et de problématiques liées vraiment aux accidents, effectivement, là, normalement, ça peut rentrer dans ce qui va être nécessaire en fait, à l'exécution du contrat. Au niveau, par contre, des statistiques, si c'est des statistiques liées aux accidents, effectivement, vous allez avoir des données, donc vous allez pouvoir faire des statistiques anonymisées, potentiellement. Par contre, si on parle vraiment de statistiques pures, normalement, en fait, vous n'avez pas tout ça, ça rentre vraiment dans l'intérêt légitime. Vous allez le mettre, on va voir en partie 3 ce qu'on appelle la notice d'information. Vous allez pouvoir justement délimiter en fait tout ce que vous voulez rentrer dans l'intérêt légitime. À partir du moment où il y a pas, où vous êtes bien précis et que l'adhérent est au courant, l'intérêt légitime, normalement, pour des statistiques, elles sont anonymisées de toute façon. Il n'y aura pas de souci parce que ça ne devient plus un caractère à données personnelles, mais seulement un élément voilà, d'analyse. D'accord. Et alors, Nina nous a marqué fichier Excel compilant les licences. Alors, si vous avez une question, Nina, là-dessus, ou vous voulez préciser, on veut bien une petite précision si vous avez une question pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à, voilà, rajouter des choses dans QR. Ah oui, c'était lié avec la Dropbox. Oui, donc je pense y avoir répondu effectivement Ouais. sur Dropbox. Normalement, il y a des accès, on donne les accès un peu comme les Google Drive, on donne accès à certaines personnes. Généralement, on peut aussi mettre un mot de passe si vous le souhaitez pour vraiment être sûr d'avoir tout sécurisé. Mais, voilà. Donc, on va attaquer
J'espère pouvoir répondre à l'ensemble aussi des questions concernant la mise en conformité sur le plan concret. Donc, avant toute chose, on a mis en place un toolkit, un toolkit qui va comporter tous les éléments justement précis en termes d'outils avec les modèles, etc. Mais effectivement, quand on va lancer un projet, on va faire ce qu'on appelle une cartographie. C'est en fait, il y a deux notions. Malheureusement, je n'ai pas les mots en français, mais c'est privacy by design et by default. Le privacy by design, c'est tout nouveau projet inédit dans l'association. En fait, on va faire on va explorer le champ des possibles, justement, pour répondre un maximum à tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, admettons, l'association veut créer sa première tombola. Elle va répertorier sur un document tout ce qu'elle va devoir poser comme question, comment elle va sécuriser, par quel biais elle va communiquer, etc. Et à l'inverse, le privacy by default, c'est reconduction d'un projet déjà existant. Le projet existant, admettons, l'association a 20 ans, chaque année, elle organise sa tombola, elle va mettre, chaque année, elle va revérifier si tout est bien toujours en accord. Est-ce qu'on a vraiment eu besoin de telle ou telle donnée? Est-ce qu'on n'en a pas eu besoin et du coup, on pourrait éventuellement la retirer? La suite logique de tout ça, c'est le fait de créer un registre de traitement. Alors, avant toute chose, il y a un registre de traitement en exemple dans le toolkit, mais aussi dans la slide suivante. Le registre de traitement, c'est un document papier ou écrit, ou électronique, pardon, souvent sous format Excel, qui va regrouper tout ce qu'on a dit précédemment. Les parties prenantes, la finalité de mon traitement, donc l'objet, la catégorie des données qu'on va traiter, pourquoi ces données sont traitées, qui y a accès dans le bureau ou au sein de l'association, le temps où on va les conserver. Est-ce qu'on va partir sur une durée fixe, par exemple, de X années, ou est-ce qu'on va partir durant toute la durée de vie, par exemple, de l'association, de l'adhérent au sein de l'association? Et comment on va les sécuriser? Les associations aussi, elles sont parfois autorisées à inscrire certains traitements, mais c'est très rare. Et normalement, vous n'êtes pas concerné, c'est vraiment des associations très spécifiques. Donc là, par exemple, on a fait un exemple lié à l'inscription aux compétitions. Donc, on va mettre dans notre fichier Excel le responsable du traitement qui est délégué à la protection des données. Donc, vous nommez quelqu'un au sein de la structure qui sera capable justement de répondre aux besoins des adhérents sur telle ou telle question auxquelles vous aviez à répondre tout à l'heure. Vous allez mettre le représentant, vous allez mettre en fait aussi toutes les catégories de ce que vous allez demander avec comment vous allez les sécuriser, combien de temps vous allez le garder, qu'est-ce qu'on demande, etc. Donc voilà, ce document-là, il est téléchargeable, il est un petit peu plus complet dans le toolkit. C'est vraiment un document voilà, qui va vraiment répertorier un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment. Au niveau du recueil du consentement des adhérents, c'est une chose très importante. En fonction du coup, de la base légale du traitement, donc ce qu'on peut ou pas faire, l'association doit parfois obtenir un consentement. Le consentement, il est donné soit par une case à cocher, par un document papier signé. Dans tous les cas, il faut conserver la preuve du consentement. L'adhérent doit être libre de choisir en toute transparence et peut, sans qu'il y ait des répercussions derrière, dire non, je ne veux pas que vous utilisiez ces données à caractère personnel pour telle ou telle finalité. Pour cela, on a un outil très intéressant qui est la notice d'information. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un dossier détaillé qui est aussi dans le toolkit qui est juste après, qui va détailler toutes les différentes bases légales de traitement. Les trois, par exemple, que j'ai présentés tout à l'heure. Et vous allez y mettre à l'intérieur tous les éléments liés au RGPD et toutes les questions que vous pourriez éventuellement demander. Par exemple, pour répondre à la question tout à l'heure, si vous avez besoin de faire des statistiques, eh ben, vous pouvez dire les statistiques sont un intérêt légitime pour l'association parce qu'on en a réellement besoin, elles sont anonymisées, ben, vous allez le mettre dans la notice d'information. Pour ça, il y a une template qui a été communiquée par la CNIL et qui est plutôt assez simple à mettre en place pour une association. Cette notice d'information, vous la communiquez aux adhérents ou vous la mettez sur votre site Internet. Il y a pour certaines associations qui utilisent par exemple des cookies. Donc les cookies, c'est ceux qui utilisent des sites Internet. C'est un mini-fichier qui va cacher des différentes données personnelles comme l'adresse IP d'une personne ou son nom, son prénom, etc. On recommande quand même de mettre un outil de gestion des cookies. Voilà, mais ça concerne très, très peu d'associations généralement. C'est plus pour les entreprises.
Donc, ça, c'est la notice d'information exemple, modèle pour les associations. Donc, vous allez en fait renseigner tous les éléments. Pour une association, il n'y a pas forcément besoin de tout remplir. Quand il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de partie salariée. Mais voilà, vous avez donc le nom de contact, le responsable de traitement, la durée de la conservation, qui a accès, les réclamations. Donc, effectivement, c'est important aussi de donner l'adresse mail pour que les adhérents puissent revenir ou non sur leur consentement. Mais ça, Xavier va en parler tout à l'heure. Et donc, toutes les finalités vont être listées. Vous allez renseigner tout ce que vous allez toutes les informations, vous allez avoir besoin, par exemple, d'un consentement et toutes les informations où vous allez les faire rentrer dans nécessaire à l'intérêt légitime, tout simplement. Donc, je vais ensuite laisser la parole à Xavier, justement, qui va pouvoir revenir sur les droits et la communication pour les adhérents qui sont la pierre angulaire du RGPD. Alors, je me permets là, Julie, d'ailleurs, qu'on n'a pas présenté, qu'on remercie, qui est de Johnny, a mis dans le chat le lien pour que vous retrouviez le registre de traitement des données que tu nous as présenté et un exemple de notice. Donc, allez voir sur le chat et puis on vous redonnera tous ces liens-là. Du coup, pour ma part, donc on va parler justement de la gestion des droits. En gros, comme l'annonçait Maxime, toute entité doit tenir un document de gestion des demandes. C'est-à-dire qu'en fait, vos adhérents, comme vous tous, finalement, dans le cadre du RGPD, ont des droits. Il y en a des différents et je vais essayer, en fait, pour bien expliquer la chose, pour chacun, en fait, de vous trouver un exemple concret. Tout d'abord, il y a le droit d'accès. En fait, le droit d'accès, n'importe quel individu a le droit, en l'occurrence, on va prendre l'exemple de l'adhérent, n'importe quel adhérent a le droit de vous solliciter pour avoir accès aux données personnelles que vous détenez sur lui. L'idée, en fait, va être, si vous recevez cette demande, donc par mail, par exemple, ou par téléphone, l'idée va être de la consigner dans un outil de gestion des demandes que je vais vous présenter juste après, et d'envoyer un fichier à cet adhérent, toujours protégé, comme l'expliquait Maxime, lui envoyer un fichier avec l'ensemble des données dont vous disposez sur lui. Ensuite, il y a le droit de suppression. Cet adhérent, par exemple, peut revenir vers vous en vous demandant de supprimer une partie des données que vous possédez sur lui. Bien entendu, l'idée est que vous acceptiez, sauf si cela va dans le sens inverse au bon fonctionnement de votre association, à l'exécution du contrat, c'est-à-dire les données qui sont nécessaires en fait pour sa vie d'adhérent au sein de votre structure, ou encore, les données qui s'opposeraient à un intérêt légitime. Donc, par exemple, dans le cas de la remontée de licence à la fédération, si un adhérent veut être licencié, il y a forcément un intérêt légitime à remonter ces données, je dirais, à la fédération. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le droit de rectification. Alors, le meilleur exemple, c'est un de vos adhérents en fait déménage. Eh bien, il va vous contacter simplement pour modifier en fait son adresse de domicile. En l'occurrence, c'est une donnée personnelle et c'est l'application du droit de rectification. Enfin, il y a ce qu'on appelle le droit à l'opposition. Alors, par exemple, admettons que vous diffusez des offres commerciales, par exemple, de partenaires de votre association. Eh bien, votre adhérent, en fait, dans le cadre de ce traitement, peut s'opposer à recevoir ces informations commerciales. Auquel cas, vous notifiez sa demande et bien entendu, vous l'excluez du champ d'application de ce traitement. Et puis enfin, il y a un dernier droit qui finalement en fait nous est assez familier, c'est le droit à la portabilité. Le meilleur exemple en fait, c'est dans la téléphonie. Là, je sors de l'associatif. Le droit à la portabilité, je change par exemple d'opérateur téléphonique. Eh bien, je vais chez mon nouvel opérateur qui va contacter mon ancien opérateur pour récupérer en mon nom l'ensemble des données personnelles que ce dernier possédait sur ma personne. C'est donc le droit à la portabilité. En termes d'outils de gestion des demandes, donc bien entendu, il est accessible dans le toolkit qu'on met gratuitement à votre disposition en téléchargement. C'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel. L'idée, en fait, c'est de renseigner la date de la demande, le type de demande, donc le type de droit qui est cherché à être activé.
Ensuite, la typologie du contact, donc là en l'occurrence un adhérent, le nom de la personne, l'email du demandeur. Alors, moi je préconise quand même cet email de ne pas le notifier. Je pense que c'est, dans le cadre du respect du RGPD, c'est une bonne pratique. Et enfin, l'identité de la personne qui a résolu, je dirais, la demande en fait. Et puis, bien entendu, enfin, le champ d'action, enfin le champ d'application plutôt, je dirais, de cette demande. À savoir, est-ce que vous l'avez par exemple supprimé de votre outil numéro 1, de votre outil numéro 2, de tous vos outils. Voilà, vaut mieux le renseigner pareil. Et ce fichier, en fait, vous servira de preuve en cas de contrôle, par exemple, de la CNIL. Ensuite, le dernier point, en fait, qui est assez clé justement dans le cadre du RGPD, c'est la protection des données et surtout la notion d'alerte si des problèmes sont rencontrés. En cas de violation des données personnelles, un organisme doit prévenir en fait dans un délai de 72 heures idéalement les personnes qui ont été impactées ainsi que le régulateur. L'idée n'est pas de se faire taper sur les doigts. L'idée est simplement de pouvoir tracer cette violation, de pouvoir informer les individus éventuellement que leurs données personnelles circulent par exemple sur Internet ou dans un environnement non sécurisé et d'aider la CNIL à trouver un moyen de rémédiation. Pour qu'il y ait violation, il y a deux conditions. L'organisme doit avoir traité des données personnelles et ces données ont fait l'objet d'une perte de leur intégrité de manière accidentelle ou illicite. Avant de passer aux questions-réponses, je vous propose en 5 petites minutes de vous présenter très rapidement Johnny et après on finit sur un temps de questions-réponses si cela vous convient. Du coup, Johnny, on a été créé en 2014 et en fait, on permet à n'importe quel dirigeant, trésorier, responsable d'association de gérer ses inscriptions et ses paiements en ligne de manière 100% digitale. L'idée, en fait, de base, est simplement de vous permettre d'arrêter de courir après des documents en papier. Donc, par exemple, le chèque, le certificat médical, de tout récupérer grâce au digital et de pouvoir le gérer entièrement en intégralité, par exemple, depuis votre PC. L'avantage, en fait, c'est que ça va vous permettre de vous décharger, je dirais, d'un point administratif et de pouvoir vous focaliser sur votre passion, sur votre activité associative et sur justement le lien humain qui vous est si cher et qui nous est à tous si cher. Grossièrement, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez organiser, gérer toutes les inscriptions pour n'importe quel type d'événement. Donc, évidemment, vous pouvez créer des collectes 100% personnalisables autour de la période des adhésions. Vous pouvez aussi vous en servir dans le cadre des stages, par exemple, pour récupérer de la trésorerie justement en amont des stages et bien gérer l'organisation de ce dernier en toute sérénité. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre d'organisation d'événements. On a tous en tête le traditionnel barbecue de fin d'année, par exemple, dans de nombreuses associations, ou encore gérer, par exemple, vos inscriptions pour des tournois. Enfin, on permet également de proposer des collectes de dons avec l'envoi d'un reçu fiscal automatique pour chaque donateur. Et aussi, on vous permet de créer, si vous le souhaitez, une boutique en ligne à l'image et à l'effigie de votre association. Aujourd'hui, nous proposons deux offres. Une offre dite entraînement. L'idée, en fait, de cette offre entraînement, c'est qu'elle est 100% gratuite. Pas de frais de service sur les inscriptions pour vous, association. Un nombre de tarifs que vous pouvez paramétrer de manière illimitée. Autant de champs personnalisables que vous le souhaitez pour que vraiment ce formulaire de collecte soit à votre image et réponde à vos besoins. Et l'idée, en fait, par cette offre entraînement, c'est de pousser vos adhérents à payer plutôt en ligne, c'est-à-dire que vous proposez ce paiement en ligne par carte bancaire en une seule fois. Du côté de vos adhérents, ces derniers paieront 3% de frais de service sur chaque inscription, mais nous avons mis en place un espace adhérent suite à leur inscription qui leur permet en fait d'avoir accès à des offres exclusives pour que justement ils récupèrent une partie des frais de service qu'ils ont investis en s'inscrivant à votre association. L'idée, c'est par exemple de lier des partenariats avec certaines marques, par exemple des équipementiers sportifs, pour permettre à vos adhérents, grâce à leur inscription dans votre association, de se voir financer une partie également de leurs pratiques sportives à travers, par exemple, l'achat d'équipements. Ensuite, on propose une offre dite performance. Donc, exactement pareil que l'offre entraînement, si ce n'est que
Donc, vous pouvez en fait proposer un paiement en ligne en plusieurs fois. Vous pouvez également proposer d'autres moyens de paiement. Par exemple, chèque, espèces, mais aussi coupon sport, passeport, chèque vacances. Vous pouvez paramétrer des codes de promotion. Si vous avez, par exemple, si vous faites une réduction, je dirais une remise à des adhésions de familles nombreuses, par exemple, grâce à ces codes promo, vous pouvez matérialiser complètement sur votre collecte cette réduction. Ou sinon, également proposer tout un large choix, un large panel de sélection de créneaux horaires. Pour vos adhérents, la grande différence, c'est qu'en fonction de votre activité justement associative, les frais de vos adhérents vont être dégressifs et progressivement passés à 2%. L'idée en fait de ces offres, c'est de pouvoir en fait accueillir et accompagner, conseiller au quotidien tout type d'association. À côté de nos offres, on a aussi un blog avec des ressources pédagogiques, des livres blancs, des témoignages vidéo, mais également un centre de compétences, je dirais un centre d'aide, avec tout un tas de documents un petit peu plus précis, justement, pour étayer votre compréhension de l'outil. L'idée n'est pas du tout de vous lâcher dans la nature si jamais vous souscrivez donc à notre offre. L'idée, au contraire, c'est de vous accompagner pour vraiment que notre outil réponde à tous vos besoins et que vous soyez à l'aise au possible dans l'utilisation de ce dernier. Dans le cadre de notre relation justement avec le CNESF, nous proposons en fait à toutes les structures rattachées au CROSS, au GDOS, une offre en fait performance offerte la première année et à moins 20% à partir de la deuxième année. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à vos questions-réponses. Je vais rendre le micro à Maxime. Et bien entendu, je suis juste à côté, hein, donc on sera deux pour répondre à ces dernières sans aucun problème. Alors, n'hésitez pas à nous questionner, que ce soit sur le dernier chapitre là, qui était sur la mise en conformité ou sur l'ensemble du webinaire. Donc, Maëlle a une question. Nous animons plusieurs activités de loisirs avec des référents bénévoles qui assurent le lien entre l'association et l'animateur. Nous leur envoyons chaque année le fichier Excel avec les coordonnées portables et mails des participants pour qu'ils puissent relayer des informations comme des changements de cours, etc. Dans quelle mesure nous pouvons savoir que nous respectons le RGPD? Alors là, on entre vraiment dans le cadre de la pratique. Donc, effectivement, on est dans la vie associative et dans la pratique de son sport ou non. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci particulier. À partir du moment où les adhérents sont au courant que leurs données vont aussi être transmises à leur entraîneur, qui en aura besoin pour les changements de cours. Donc, c'est nécessaire à l'intérêt légitime parce qu'il est pertinent, en fait, pour un entraîneur de prévenir son joueur ou son adhérent que tel ou tel cours va changer d'heure. Il faut juste le renseigner effectivement dans le registre des traitements qui a accès aux données. Alors, il y aura effectivement le membre du bureau, mais aussi tel ou tel entraîneur avec ses coordonnées. Au niveau aussi de la petite notice d'information, dans l'intérêt légitime, il y a aussi la possibilité d'écrire que les entraîneurs ont aussi accès aux données de leurs joueurs, de leurs adhérents. Donc, ça ne pose pas de problème, en fait, à partir du moment où ça reste dans le cadre du bon déroulement de la pratique. Voilà. Et donc, il faut que les adhérents soient au courant. Donc, ces deux documents-là, registre des données, de traitement des données et notice d'information, elles peuvent être, par exemple, il faut qu'elles soient transmises à chaque adhérent ou ça peut être de façon globale dans le gymnase ou je ne sais pas quoi. Ou... Il faut que l'adhérent puisse potentiellement savoir en tout cas que ça existe et puisse en prendre connaissance. Donc, généralement, ça peut être mis sur le site internet ou ça peut être communiqué lors du parcours d'inscription. Ça peut être une feuille pour les associations qui fonctionnent, on va dire, encore en format papier. Ça peut aussi être une feuille qui vont communiquer au niveau du dossier papier. Si c'est une association qui est déjà numérisée, c'est un document qui peut être communiqué au niveau du parcours d'inscription. D'accord. Yves aimerait que tu puisses rappeler les droits à l'opposition à la portabilité. Donc, tu nous as présenté là, les droits à la portabilité qui est un nouveau droit. Voilà. Est-ce que tu peux nous en redire deux, trois mots? Excusez-moi. Alors, je vais rappeler ces deux droits.
Donc, comme Xavier l'a expliqué, donc c'est deux droits bien distincts. Hein. Le droit à l'opposition pour un adhérent, c'est dire que effectivement, je ne veux pas que ces données-là soient utilisées pour telle ou telle finalité. Donc, le droit à l'opposition, on l'utilise généralement quand il y a besoin du consentement. Un adhérent peut dire voilà, j'en ai marre que vous m'envoyez tant de mails chaque semaine sur des éléments qui sont autres que le bon déroulement d'une pratique. Alors, s'il vous plaît, retirez-moi de cette liste de diffusion. Ça, c'est le droit à l'opposition. Le droit à la portabilité, c'est différent. Ça ne s'applique pas trop au sein des associations. J'ai peut-être un exemple, mais je ne suis pas certain. Donc, c'est le fait qu'effectivement, quand on va changer, par exemple, d'opérateur téléphonique, l'adhérent, enfin la personne, en tant que client, va demander à tel opérateur de communiquer toutes les données personnelles pour son nouvel opérateur. Ça peut peut-être être le cas effectivement dans les associations à partir du moment où un adhérent change de club. Un adhérent qui change de club peut peut-être dire voilà, j'ai pas envie de re-remplir toutes mes données à caractère personnel. J'aimerais que vous les communiquiez de façon sécurisée à mon nouveau club. Par exemple, je sais pas, je suis joueur de foot en Haute-Savoie. J'arrive dans le Val-de-France dans un nouveau club parce que je déménage. J'ai pas envie en fait que de re-remplir toutes mes données. Alors je vais demander si possible que l'association de Haute-Savoie puisse communiquer les données à mon nouveau club, tout simplement. Ça peut aussi entrer dans le droit à la portabilité, mais c'est plutôt rare, c'est très encadré, donc c'est pour ça que Xavier a pris cet exemple de changement d'opérateur téléphonique, parce qu'aujourd'hui c'est le plus parlant, c'est un nouveau droit. Donc voilà, c'est un petit peu plus spécifique. Alors, nous avons une autre question qui est dans le chat. Nous envoyons une lettre d'information hebdomadaire à nos adhérents. Faut-il demander leur consentement ou est-ce considéré comme des informations à caractère professionnel? Alors du coup, à mon sens, oui. Pour une lettre d'information, je pense qu'il ne faut pas l'intégrer à de l'intérêt légitime ni à de l'exécution du contrat. Donc, en effet, j'aurais tendance à proposer le consentement qui vous garantira qu'en fait, l'ensemble des adhérents qui sont inscrits à votre liste de réception de cette lettre d'information, puis souhaitent justement la recevoir. Au-delà de ça, au-delà même d'un scope RGPD, forcément, vous aurez un taux d'ouverture aussi de cette lettre qui ne sera que plus important et vous serez sûr de transmettre la bonne information aux personnes souhaitant la recevoir. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je n'en vois pas. C'est que tout a été clair. On n'a pas de questions. Simplement rappeler, donc, si vous allez dans le chat et que vous cliquez sur le lien qu'a posté Julie, vous allez avoir accès à ce que vous appelez vous, le kit, qui est lié à un certain nombre de ressources liées à la mise en place, à la mise en conformité de votre association de la RGPD. Tout à fait. Et en parallèle sur notre blog, dans la section ressources, vous pouvez aussi avoir accès à un livre blanc assez complet où justement vous aurez toutes les informations au sujet du RGPD. Julie a mis le blog. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. On a tenu le timing. Alors, Nina, on attend votre question. On ne ferme pas le webinaire avant votre question. Donc, Yves a déjà reçu le lien pour le livre blanc. Parfait. Est-ce que, oui, on va vous renvoyer les liens du blog et puis les deux liens mis par mail. On vous les enverra par mail dans les prochains jours. Il n'y a pas de souci. Sans aucun problème, oui. Et au-delà de ça, il y aura aussi un replay justement de ce webinaire
que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Donc voilà, si je me permets, si jamais il y a d'autres questions qui viennent au fur et à mesure du temps, voilà, vous pouvez nous communiquer par mail à l'adresse hello@journey.com. Donc l'adresse va être communiquée dans le chat. On pourra prendre le temps de répondre sur toutes les questions liées à la RGPD, etc. Ou même présentation si vous avez des questions sur l'outil. Voilà, on est là pour ça. Écoutez, on espère vous avoir éclairé un petit peu, vous informer, vous avoir sensibilisé sur cette thématique, en sachant que et voilà, c'est simple et pas simple en même temps, hein. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jointly pour toutes ces questions-là, à vous rapprocher du CROSS. On est là pour vous accompagner. Et puis, on va vous libérer, si c'est bon pour vous, Xavier, Maxime. Merci à tous. Merci beaucoup. Et vous souhaitez une bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. À très vite.